Voilà, le 25 mars. Vraiment, vraiment. Je vous assure. Je vous remercie beaucoup. Bon, bah, j'irai voir de toute façon comment dirais-je, la personne qui s'occupe de moi à la Société Générale. Et puis voilà, je me referai. J'aurai une autre carte alors, on me refera une autre carte. Bon, bah d'accord, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Le jour de ma première séance de chimiothérapie, je me suis installé, je me suis retrouvé branché aux poches de perfusion avec différents médicaments. Ça voulait dire qu'on était en train de me soigner pour le cancer. Chimio, ça veut dire cancer. Ça devenait concret. J'étais malade, j'avais un cancer. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé, que j'ai compris, en regardant les poches de perfusion. Et maintenant que j'y repense, avec le recul, je me souviens de tous les médecins qui m'ont reçu, qui m'ont informé. En fait, je suis pas certain d'avoir compris ce qu'ils me disaient. Monsieur Giraud, venez. Monsieur Giraud, donc vous avez fait votre 3e cure de chimiothérapie. Comment ça s'est passé? C'est trop fort. Difficile? Ouais, c'est trop fort. C'est bon. Vous avez beaucoup vomi. D'accord. J'ai pris un médicament pour calmer, mais j'ai trop souffert. D'accord. La 3e semaine était le pire, quoi. Avant, j'ai du mal, quoi. Mais depuis, c'est fini? Voilà, après, Après, ça s'arrête. Voilà, je me suis pris ça. Mais après, au bout de 4 jours, ça allait mieux. Bon. De toute façon, là, on a fait 3 cures. On en refait 2. On va refaire 2 cures. 2 heures. Non, 2 cures. 2 heures. J'ai un peu cru. 2 cures. D'accord. Avant de faire la 6e. L'examen. On va faire un examen qui s'appelle un PET scan. PET scan. Et je vous reverrai avec le résultat avant de faire la 6e cure. Avant quoi? Avant la 6e cure. Quand nous avons rencontré François, il était malade depuis 3 mois. Il venait tout juste de comprendre la gravité de sa maladie, un cancer. Dans la plupart des hôpitaux publics, et contrairement à ce que la loi de 2005 stipule, il n'y a que très rarement de prise en charge organisée en langue des signes. Aujourd'hui encore, les malades sourds qui veulent être soignés à proximité de leur domicile doivent se débrouiller seuls, face aux médecins et aux infirmières. Mais comment se soigner quand on ne comprend pas ce qui vous arrive ? Quand je suis en consultation avec un médecin, bien souvent, la première chose qu'il me dit, qu'il me demande, c'est « est-ce que vous savez lire sur les lèvres ?» Parfois je dis oui, mais s'il vous plaît, on utilise aussi le papier et le crayon. Mais passer par l'écrit quand on vit une situation aussi délicate que la mienne, quand on a un grave problème de santé, passer par l'écrit quand on est malade, moi, j'arrive plus à suivre. Et puis, c'est pas supportable. La communication n'est pas directe. Le médecin m'informe par le biais du papier, je lui réponds de la même façon. Il n'y a pas de contact réel, de véritable communication, de véritable échange. Pour moi, c'est artificiel. Chocolat? Je vais chercher du lait.
se bat. Avocat, je dors beaucoup. Moi, quand je rentre chez moi, Monsieur Giraud, je peux prendre votre carte de sécu? Monsieur Giraud, vous pouvez me donner votre carte de sécu? J'ai appelé ma sœur Marie. Elle est infirmière et elle est sourde. Quand je lui ai expliqué la situation, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle m'a dit « Les informations qu'on t'a données, elles sont floues, ça va pas. Elle est infirmière, elle sait ce que c'est. » Du coup, elle a décidé de venir. Au départ, ça allait à peu près, mais après, il a fallu mettre la grosse. Ça sert pas, j'ai obligé de tourner. Je vais appeler le médecin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais pas. Ça dépend, faut voir avec le chirurgien. On va le passer comment? En fait, c'est le cathé qui n'est pas tout à fait là où il faudrait. Et donc, ça peut remonter. On ne peut pas expliquer pourquoi, mais il y a des cathés qui bougent. Donc, des fois, au lieu de prendre la descendante, ils prennent la montante. C'est quand même pas très sécurisant quand ça passe pas très bien, quoi. Avant, pas de langue des signes, rien. Et quand Marie m'a tout expliqué, j'ai tout compris. Ça m'a permis d'assimiler les informations. Ça a tout changé. Je me suis enfin détendu. Je savais ce que j'avais. J'ai pleuré parce que j'ai pu me laisser aller. C'était des larmes de soulagement en fait. C'était pas de la peine, non. Mais une libération. J'ai tout lâché. J'ai enfin pu respirer. J'ai senti que je redevenais François. Mais c'est pas seulement ça. Ça a provoqué de la colère aussi. C'est pas très profond, regarde. C'est vrai? Ouah! C'est vrai? Heureusement, les pieds pleins de boue n'arrêtent jamais un vrai aventurier. En route, maintenant! Nos vrais aventuriers se mettent en route en quête de nouvelles aventures. En avant, les vrais aventuriers! En avant, les vrais aventuriers! François refuse que je l'accompagne à ses rendez-vous. Il ne veut pas que j'assiste aux consultations médicales. Je comprends, mais c'est frustrant parce que moi je veux l'aider. C'est pas pour traduire pour lui, non, c'est pas ça. Mais plutôt par besoin de savoir, d'être au courant. S'il est perdu, s'il n'a pas compris quelque chose, même en présence de l'interprète, au moins, si je suis là,
je peux lui réexpliquer. On peut zapper une partie du message à cause du stress, de la peur. On peut rater des choses. Une épouse, un ami, un parent, un proche peut mieux comprendre ce que dit le médecin. La personne qui est malade, elle, il y a des choses qui lui passent au-dessus de la tête. Je pense malgré tout qu'il a besoin de mon aide. Ne pas pouvoir être là, c'est frustrant. J'étais dans le flou moi aussi, angoissée, stressée, de plus en plus tendue. François n'était pas clair. Du coup, j'ai voulu absolument rencontrer le médecin pour lui expliquer que François avait besoin d'une vraie communication avec lui, donc avec un interprète, qu'il en avait réellement besoin. Et c'était aussi valable pour moi. J'avais besoin de ça pour me sentir bien dans ma peau. Si François sait où il va, alors je sais où je vais et on peut mieux se battre ensemble. Aujourd'hui, si un patient sourd veut consulter un médecin dans sa langue, il doit payer lui-même un interprète. Il existe pourtant une allocation de compensation du handicap, mais elle ne permet de financer que 2 à 3 heures d'interprétation par mois. François, lui, attend toujours que sa demande soit accordée. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas suffisant, surtout quand on est soigné pour une maladie grave. François a donc décidé de transférer son dossier médical et d'être suivi par le pôle d'accueil et de soins en LSF de la Salpêtrière, à 1 heure de chez lui. C'est le seul lieu en région parisienne à offrir un accès adapté aux sourds, avec des médiateurs sourds, des interprètes diplômés et des médecins signants. Je crois que la position du médecin, effectivement, qui est celui à qui on a toujours inculqué le fait qu'il sait, effectivement, et c'est toujours plus difficile de se remettre en question, de se dire, finalement, pour tel patient qui a des problèmes de communication, j'ai des limites pour pouvoir communiquer avec lui. Et les professionnels entendants sont souvent persuadés que leur message est bien passé et que eux comprennent bien le patient sourd. Dans la réalité, je crois que c'est très différent et on s'aperçoit qu'une bonne partie du message n'est pas passé. Déjà, pour les entendants, l'annonce d'un cancer, c'est terrible. Alors imaginez quand on est sourd. C'est bien pire. Pas de vraie communication, pas d'accompagnement. Heureusement, il existe des pôles santé sourds, mais pas assez. Ils sont seulement dans les grandes villes. Et pour les gens qui vivent à la campagne, je pense beaucoup à eux, aux personnes sourdes qui vivent à la campagne, qui doivent faire 120 km pour aller à l'hôpital, des longs trajets pour se soigner. C'est pas juste. Oui. Sur ton wagon. Nous, on va aller au gogo. Au gogo, on va monter. Au toboggan. On va au toboggan. Quand François a été transféré à la Salpêtrière et qu'il a eu des consultations avec les médecins en présence d'interprètes, il est rentré avec le sourire. Il m'a dit « Il y avait des interprètes, ça m'a fait du bien. Et moi aussi, j'ai pu me détendre. »
Je me suis dit, enfin, on va pouvoir avancer sans problème de communication. C'était un souci en moins. On allait pouvoir enfin se concentrer sur la maladie et sur la thérapie. La question de la communication était derrière nous. Ça a fait du bien à tout le monde. Maintenant, je me sens détendue, ma fille aussi, parce qu'elle voit son papa avec le sourire et épanoui. C'est important d'expliquer à Eléa ce qui se passe pour vous, pas seulement le cathéter, parce que vous aviez parlé du cathéter, mais aussi ce que ça faisait pour vous. Vous avez peur tous les deux, c'est compliqué, et de dire à Eléa que vous avez peur. C'était un petit peu ça. Vous avez pu le faire, du coup? On a fait une petite réunion de famille pour la première. On va aussi oralement, parce que le Seigneur ne comprend pas encore bien. D'accord. Donc on va dire oralement que voilà, papa et maman ils sont inter, parce que papa il a un bobo au ventre, et que c'est pas sa faute. Quand on va dire la phrase, c'est pas sa faute. Ouais. Là, elle s'est relâchée, elle est beaucoup mieux. Là, bien dans le coup, tout de suite. D'accord, bon bah super. Mais il faut quand même continuer à le répéter. Parce que le petit ont besoin qu'on la répète les choses. Une fois, ça ne suffit pas. Bah après, c'est pas parce que vous êtes malade que vous devez tout accepter d'Eléa. Eléa, il faut quand même qu'elle fasse comme d'habitude, qu'elle garde certains repères que vous aviez déjà dans votre maison. Ah, mais j'ai pris ma vaccine. Voilà, Pas vraiment pour être ferme. Tu vois, la vaccine, c'est mieux. Mais on peut pas être ferme dans la langue des signes? Oui, mais avec pression. Quand Eléa et vous viendrez ici avec l'interprète, ça sera bien parce qu'il y aura à la fois l'interprète et à la fois moi qui vais oraliser et vous qui ferez les deux. Donc ça sera peut-être pas mal. Donc au niveau de la petite enfance des crèches, on n'a pas de budget par rapport à l'interprète de prévu. Par contre, comme je travaille aussi à Mission Handicap, le service Mission Handicap a du budget pour l'interprète et ma responsable est d'accord pour nous transférer ce budget pour qu'on puisse en bénéficier ici. C'est nul, toujours faire des efforts. C'est dur, quoi, mais comme j'ai vu... Ça a ses limites aussi pour moi, par exemple. Vous, c'est difficile de vous adapter à moi, mais moi aussi, c'est difficile de m'adapter à vous parce que un entretien comme ça, parfois, il faut aller un petit peu plus loin dans ce qu'on dit. Et comme je ne suis pas sûre que vous allez comprendre si je fais trop de phrases compliquées, du coup, ça limite aussi nos échanges. Et vraiment, ce que je voudrais dire et ce que je voudrais vous poser, par exemple, comme question, et ce que vous pouvez m'en dire aussi. Donc, c'est vrai que ça, c'est la limite de ne pas avoir la même langue. Surtout avec la petite, si on avait l'interprète, le verre c'est pas mal entendu, que la communication passe bien, ça n'angoissera pas. Voir que les parents ont besoin de bien entourer. Donc, de 9h à 17h, faire le signal. Donc, on pourrait éventuellement asseoir avec Eléa et toi. Durant toute ma jeunesse, j'ai toujours été militant. Dans différentes associations, pour les droits des citoyens, pour encourager la vie associative, pour que les personnes sourdes participent à la société, pour qu'elles osent se battre. Aujourd'hui, c'est moi qui suis malade. Mais je lâche pas, non. Ça me permet de continuer le combat. Je me soigne et je me bats toujours pour l'accessibilité en langue des signes. Ils croient que je vais me laisser faire? Parce qu'ils me considèrent comme un handicapé, comme un enfant? Non, je suis comme les autres. Pourquoi les médecins ont-ils encore cette attitude avec les sourds? Il faut que ça s'arrête. Et je vais batailler contre ça. Contre ça et pour l'accessibilité. Je veux soutenir les pôles santé en langue des signes. Je veux aller à la rencontre des malades, les encourager, les aider, leur dire qu'il n'y a aucune raison de se soumettre. Parce que
Les tiens sont encore un peu courts. Ah ouais. Faut pas les couper. Non, les coupe plus. François les velons. Alors, mademoiselle Eléa? Hein? Ça va vite, hein? Tu vois, toi, t'as déjà une petite déjà, 2 ans. 2 ans? Elle a 2 ans. 2 ans et demi. L'amour que nous porte toute la famille est vraiment très fort. Et depuis que François est malade, tout a changé. Ils ont vu les problèmes de communication qu'on a rencontrés, combien ça nous a angoissés. Ils ont compris l'importance de la langue des signes. Certains se sont mis à l'apprendre. Il y a eu un vrai déclic, enfin. C'est dommage qu'il ait fallu attendre la maladie pour que ça arrive. Mais s'il y a quelque chose de positif, c'est ça. Juste aujourd'hui, samedi 20 avril, était la valeur de la journée, ce que c'est l'amour, l'amitié, l'espoir, le combat, du cancer, c'est la vie, c'est la mort. Aujourd'hui, on est là pour te dire que le cancer, on va le niquer. Pourquoi je vous remercie beaucoup d'être venus. Je vous aime. Allez, François! À toi tout le monde, allez. Attends! Ça, voilà. Je préfère ne pas penser à l'avenir. Il vaut mieux vivre l'instant présent. On ne peut pas nous le prendre, le présent. J'avance. J'ai un cancer, c'est pas un tabou. J'en parle franchement. J'ai une maladie grave, oui. Je sais que les gens me regardent comme une personne atteinte d'une maladie grave. Mais y a pas de peine à avoir. Ils me disent bon courage. Je préfère ça que de voir la pitié dans leurs yeux et qu'ils me plaignent. C'est pas ce que je veux. Ils voient très bien que je me bats pour qu'on continue à vivre ensemble. Qu'on avance. Oui. Attends. Ah, non. Arrête de... Oui.